A.J. Bohannon avait tout à fait le droit d'appeler la police après s'être fait voler pour 2000 $ d'objets dans sa voiture à Wichita dans le Kansas. La caméra du tableau de bord de sa voiture a montré un garçon de 12 ans et son ami en train de pénétrer dans la voiture et de s'enfuir les bras chargés d'objets. Au lieu de porter plainte, Bohannon a retrouvé le garçon et lui a pardonné. Il l'a supplié de changer de vie. Bohannon a déclaré « Chaque jour où je possède ces objets, leur valeur diminue. Mais chaque jour qu'il passe sur cette terre, sa valeur augmente et c'est ce qui me préoccupe le plus. » Mais la relation entre la loi, le pardon et la justice est complexe. Si les policiers avaient surpris les enfants en train de forcer la voiture, cette histoire aurait pu se terminer de façon très différente. Et cela parce que, étonnamment, le pardon n'a pas toujours sa place dans le système judiciaire. Nous avons un désir naturel de justice, surtout lorsque nous voyons des actes malveillants commis sans aucune rétribution ou lorsque l'auteur de l'infraction ne s'excuse pas. Quel est donc l'objectif du système juridique? S'agit-il simplement d'appliquer des sanctions? D'encourager la vertu? Ou de redresser la balance en cas d'infraction? Bonjour, je m'appelle David Pam. Je suis professeur agrégé de sciences politiques à l'université de Dallas. Lorsque nous parlons du système de justice pénale, l'une des premières choses que l'on doit aux individus est que le gouvernement ou la communauté, par l'intermédiaire de son gouvernement, ait la protection de la loi et une protection efficace. Il existe un mouvement appelé justice réparatrice qui vise à intégrer le pardon et la réconciliation dans le système juridique entre les délinquants et les victimes. Les pratiques de justice réparatrice comprennent des réunions entre les victimes et les délinquants, des actes de rétribution et souvent des excuses. Le criminologue Howard Zehr, le grand-père de la justice réparatrice, a commencé son travail dans les années 70 pour deux raisons principales. Tout d'abord, il pensait que le système de justice pénale répondait souvent aux délinquants de manière contre-productive. Deuxièmement, il pensait que les victimes ressentaient une colère croissante lorsqu'elles étaient exclues du processus de la justice pénale. La Bible appelle à la remise périodique des dettes et à la libération des prisonniers, et cette pratique se poursuit aujourd'hui. Lors du jubilé de l'an 2000, le pape Jean-Paul II a appelé à l'annulation de la dette des pays en voie de développement. Plus de 60 nations se sont jointes à l'effort et ont réussi à annuler la dette des pays en développement. Plus de 100 milliards de dollars de dettes ont ainsi été annulés, ce qui a entraîné une réduction mesurable de la pauvreté. Le pape François a également annoncé une année de la miséricorde de décembre 2015 à novembre 2016, observée par l'Église comme une période de rémission des péchés et de pardon universel qui se concentre particulièrement sur le pardon et la miséricorde de Dieu. Le pardon, dans son sens le plus strict, est la rémission complète de toute culpabilité ou punition qui est justement due à quelqu'un. La justice a une composante négative, à savoir que les malfaiteurs ont droit à une certaine punition ou rétribution. Le pardon est la libération de quelqu'un de cette obligation, de ce fardeau. Alors, en tant que société, croyons-nous suffisamment au pardon pour qu'il ait un rôle plus important dans la loi et les tribunaux? Si oui, qui a le droit de pardonner dans ces situations? Que se passe-t-il si la victime refuse de pardonner ou si l'auteur de l'infraction ne s'excuse jamais? Croyons-nous que le pardon a une place valable dans une société qui encourage la vertu sans encourager les offenses? Au cœur de ces questions, nous sommes confrontés à nos propres décisions dans notre vie quotidienne. Croyons-nous au pardon? Lorsque Jésus nous demande de pardonner, croyons-nous vraiment que nous pouvons pardonner et être pardonnés?